Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une mini-série sur Netflix qui traitait des mécanismes de l'argent. Son nom, l'argent en bref. Et devinez quoi, le premier épisode tentait de nous faire comprendre pourquoi les arnaques fonctionnaient si bien sur nous. Par arnaque, il comprenait les programmes qui ne correspondaient pas aux attentes du client ou qui obtiennent dans la plupart des cas une perte totale du capital investi. On peut prendre pour exemple les pyramides de Maslow ou les formations de nos influenceurs préférés. Mais alors, comment font-ils pour arriver à leur fin? Avant de poursuivre, laissez-moi me présenter. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Nicolas et je fais partie de l'équipe Rencar. Il s'agit d'un organisme de formation spécialisé dans la location de voitures entre particuliers. Avec cette série de vidéos, nous allons tenter le pari fou de démocratiser l'action d'investir et plus précisément dans la location de voitures entre particuliers. Maintenant que les présentations sont faites, on peut continuer. Donc, comment font-ils pour arriver à leur fin? Pour réussir à vendre leurs produits informatifs, voici la recette magique. Tout d'abord, ce sont souvent des orateurs très doués qui usent de mécanismes de marketing efficaces en jouant sur des biais cognitifs qui nous influencent inconsciemment. Je vous mets en description une vidéo qui vous renseignera sur ce sujet aussi intéressant que dangereux. Ils paraissent crédibles, et ce, de par trois façons possibles. La première étant qu'ils ont réussi à créer une communauté grâce à leur contenu aguicheur, qu'il soit de bonne ou de mauvaise qualité d'ailleurs. Avec l'effet boule de neige qui garantit l'illusion de la crédibilité, on a du mal à différencier les professionnels des simples influenceurs. On se laisse avoir en se disant que si autant de personnes le regardent, c'est que ça marche. La deuxième façon est qu'ils ont payé pour accéder à un statut de professionnel, en faisant par exemple des pubs ou des apparitions sur les plateaux de télévision. Ils peuvent aussi collaborer avec des célébrités ou tout simplement montrer leur signe extérieur de richesse, preuve qu'ils ont réussi. Vous connaissez l'expression plus c'est gros plus ça marche? Je pense que la question, elle est vite répondue. Et la troisième façon est qu'ils appartiennent à des organisations ou des communautés qui nous rassurent, ou auxquelles nous appartenons. Ça peut être une religion, ça peut être une région, ça peut être des fréquentations, les amis d'un ami, ou d'autres aspects. Ils proposent une formation ou une alternative afin de sortir du rythme métro-boulot-dodo, en gagnant beaucoup d'argent. Ils créent un sentiment d'urgence avec un nombre de places et une durée limitée. Ils vendent une formation très chère mais qui est très simple à appliquer, une sorte de solution miracle. Et ils ont des clients qui témoignent exactement comme dans Téléachat. Avec la démocratisation de cette recette magique, de plus en plus d'influenceurs tentent l'expérience sans forcément posséder les connaissances pour. Et même s'ils ont réussi leurs investissements, rien ne garantit que cela marchera sur vous. On parle ici d'un contexte différent, d'un capital de départ différent, d'une relation avec sa banque différente, d'une personnalité ou d'un caractère différent. Résultat des courses, 95% des clients conquis par les discours de leurs influenceurs préférés n'obtiennent pas les objectifs annoncés. Alors pourquoi les gens continuent de s'acharner si statistiquement ça ne marche pas? Tout simplement car le meilleur investissement que l'on peut faire quand on débute est celui que l'on fait sur soi-même, en se formant, et les influenceurs l'ont très bien compris. Il est évident qu'être épaulé des conseils d'un professionnel qui a déjà rencontré du succès dans l'entreprise dans laquelle vous vous lancez est un atout considérable. Mais dans ce cas-là, comment déterminer le bon grain du grain pourri? Comment s'y retrouver pour bien sélectionner sa formation? La première question à se poser est combien je souhaite ou combien je peux investir? Tout d'abord, il faut garder à l'esprit que peu importe votre capital de départ, il faut bien commencer quelque part. Le plus important est de se lancer, avec un minimum de connaissances théoriques. Ensuite, il faut prévoir une épargne de sécurité, pour être sûr que l'argent que vous allez investir correspond à de l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre. Elle doit équivaloir à 2 à 3 mois de salaire pour faire face en cas d'imprévu, une perte de travail par exemple. C'est à vous de l'estimer en fonction du niveau de risque que vous êtes capable d'accepter. Et dernièrement, il vous faut épargner tous les mois pour vous créer un petit capital supplémentaire que vous pourrez investir. Si vous avez du mal à épargner, je vous conseille le livre L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Il est très facile à lire et pourra vous faire part de mécanismes de gestion d'argent vieux de milliers d'années. Deuxième question à se poser, c'est dans quoi je souhaite investir? Votre budget aura un impact majeur dans la réponse à cette question, mais ne fera pas tout. Si vous partez avec un budget correspondant au ticket minimum, il faudra compenser par des placements intelligents, plus de connaissances ou plus de travail. Gardez en tête que tout est possible quand on se donne les moyens. Voici quelques exemples d'investissements conventionnels. On va les diviser ici pour l'exemple en deux catégories. Tout d'abord, il y a les principaux, ils représentent les investissements les plus populaires auprès du grand public. Ça peut être l'immobilier, donc que ce soit à l'achat-revente ou bien en locatif, c'est sans doute le plus connu, car il a créé de nombreuses richesses à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. De plus, il rassure, car vous savez exactement où est votre argent et ce qu'il est devenu.
On peut aussi compter dans cette catégorie la bourse, qui consiste à acheter des actions d'entreprise en espérant que celles-ci vont continuer de prospérer. Si c'est le cas, le prix de l'action augmentera et en cas de revente, vous aurez fait du profit. Deuxième catégorie, ce sont les outsiders. Ils représentent des actifs que vous devez sans doute connaître de nom, cependant leur aspect méconnu en fait des options de choix une fois qu'on maîtrise en quoi ils consistent. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de la location de voiture entre particuliers. Pour résumer, il s'agit de mettre en location son véhicule à des locataires. Cet investissement était très chronophage et donc peu intéressant jusqu'à l'avènement de la digitalisation. Dorénavant, toutes les démarches en lien avec le locataire peuvent se faire à distance, rendant cette activité passive et très rentable car le marché est encore sous-estimé. Toutes ces raisons font que nous avons décidé de créer du contenu à destination des néophytes qui cherchent un investissement pour se lancer. On peut aussi comptabiliser dans la catégorie des outsiders les crypto-monnaies. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, peut-être même que vous en avez déjà un peu. Toujours est-il que même si la volatilité de cet actif est incroyable, on a du mal à en comprendre les mécanismes qui bien souvent nous dépassent. Cela peut être amusant de placer un petit pourcentage de votre capital, mais quand on maîtrise aussi peu un sujet, ça peut être dangereux d'y placer plus d'argent. Cela reste du trading. Troisième question, à quel formateur je peux faire confiance? Le point d'ailleurs le plus important, mais aussi le plus difficile à évaluer. Pour vous aider à y répondre, on vous propose une liste de critères à vérifier. Le premier, il doit y avoir des garanties. Et on ne parle pas que des clients qui témoignent. La plupart des formateurs se dédouanent en spécifiant que ce ne sont pas des conseils en investissement et que, en cas de perte de capital, vous ne pourrez en aucun cas vous retourner contre eux. Le deuxième critère est le prix, qui doit être raisonnable. On se fixe une limite à 200 €, car il ne s'agit pas d'une formation à vocation de vous faire devenir un professionnel. Il n'y a pas de diplôme certifié par l'État à la clé, donc restons raisonnables. Le troisième critère est de faire attention au contenu et voir s'il nous correspond. Pour vous faire part de mon cas personnel, j'ai toujours préféré les textes aux vidéos, car c'est comme ça que je retiens le mieux et le contenu me paraît plus clair. À l'écrit, l'auteur peut plus facilement reprendre une phrase et écrire exactement ce qu'il veut transmettre. J'aime aussi les fichiers Excel pour poser les calculs et avoir un réel suivi factuel. Je les utilise aussi pour dresser des hypothèses. Par exemple, si mon loyer est de temps, mes dépenses de temps, la fiscalité de temps, combien je peux réellement gagner. Étudier les motivations du formateur. On peut légitimement remettre en cause les motivations d'un influenceur qui dit être millionnaire grâce à l'activité qu'il promouvoit, alors qu'il fait payer à ses followers une formation de 1000 €. Et ensuite, le dernier point, est-ce qu'il est réactif? Même si les réseaux sociaux nous font idéaliser ces personnes, ils restent des êtres humains. Et avant de lui donner 500 €, il peut être pertinent de lui envoyer un message pour demander un éclaircissement. Vous pourrez ainsi voir quelle attention il réserve à ses clients. Que ce soit lui ou son équipe, si personne ne daigne vous répondre avant 48 heures, mettez-vous dans le cas où vous n'êtes pas satisfait et que vous demandez un remboursement. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre un peu de recul sur la notion clé que représente la formation. Si vous avez des questions ou d'autres thématiques ou que vous souhaitez simplement que l'on décortique un autre sujet sur langue de bois, l'espace commentaire est fait pour vous. Sur ce, bonne journée.